Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue sur Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique. Et ce soir, nous allons débriefer les concours de ce week-end à Oslo sur le HS 134 de Holmenkollen, une étape en Norvège traditionnelle sur un tremplin historique et qui est la première épreuve du ROR, tournoi qui se passe en Norvège et qui nous mènera à Vikersund pour du vol à ski. Ce soir, pour cet épisode, je ne suis pas accompagné par Romain Adjioc 120 puisqu'il est à Trondheim pour Tsi et sera en direct de Trondheim pour les épreuves. On va donc commencer par le débrief de ce week-end et pour commencer, on va directement sur la qualification du vendredi. Qualification remportée par Daniel Huber, le revenant de Salzbourg, qui avec un saut à 134,5 mètres, donc au-delà du point HS, remporte cette qualification. Il devance deux Norvégiens, Johan André Forfang, qui, on le verra, a fait de très très bons sauts ce week-end, et Marius Lindvik, mon chouchou, qui revient en forme avec cette tournée norvégienne. Dans cette qualification, la plupart des sauteurs se sont qualifiés puisqu'il y avait 56 partants pour 50 places. Seul Stéphane Laye, avec un saut à 111 mètres, n'a pas passé le cut pour une qualification plutôt facile. On se retrouve donc le samedi pour le premier concours à Oslo et premier concours marqué par des conditions très venteuses, conditions changeantes avec un vent de face qui a beaucoup soufflé, mais qui a surtout soufflé de façon irrégulière, donnant un concours plutôt loterie pour ce samedi. Néanmoins, la victoire est revenue à Stefan Kraft avec deux sauts au-delà de 130 mètres, 132 mètres et 133 mètres. Stefan Kraft qui a gagné les deux manches et qui a gagné donc largement ce concours de samedi et qui a notamment été crédité d'une note de 59,5 pour son deuxième saut avec 3,20. Donc 3,20 sur 5 juges. Superbe deuxième saut de Stefan Kraft. En deuxième position, on retrouve le local de l'étape, Christopher Eriksen Sundal, qui habite à 5 minutes du tremplin de Holmenkollen et qui a vu sa famille et ses amis venir le supporter. Christopher Eriksen Sundal, qui était cinquième après la première manche et qui a bien remonté avec un saut à 131 mètres et termine à 9 points de Stefan Kraft. Troisième place pour Jan Earl, lui aussi un peu en retrait après la première manche et un saut à 127,5 mètres. Il était sixième. Il fait un bien meilleur saut en deuxième manche et obtient cette troisième place sur le podium, profitant de la baisse des deux sauteurs qui étaient sur le podium après la première manche. Le premier étant Tim Isaich, qui malheureusement avec un saut à 130 mètres et une grosse compensation en deuxième manche ne termine qu'à la 7e place. Celui qui a aussi reculé, c'est Johan André Forfang, qu'on avait vu très fort en qualification, qui lui, avec un saut à 131 mètres, termine seulement en 6e de cette deuxième manche et termine au total à la 5e place. À noter Ryoyu Kobayashi, éliminé dès la première manche. Beaucoup de casse dans cette première manche, notamment Daniel Tschöfening, ou bien Kylian Peyer, Alex Insam, Karl Geiger, Vladimir Zografski, Alexander Schnitschol, David Kubaski. Tous n'ont pas passé au FIP, mais Raymond aussi. Tous n'ont pas passé le cut de la première manche. Et Ryoyu Kobayashi qui termine 38e.
Valentin Foubert avait passé la qualification, hauteur d'un saut à 112 mètres. Il termine à la 49e place, juste devant le Suisse Yannick Vasseur. On passe au dimanche, là encore, un concours perturbé par la météo, beaucoup de vent. Encore une fois, du vent de face. Néanmoins, le vent a été capricieux avec des compensations qui ont beaucoup évolué. On a d'abord eu la qualification et une nouvelle fois un succès de Stefan Kraft avec 130 mètres. Il devance Ryoyu Kobayashi de retour après son échec du samedi. Il fait 6 mètres de plus que Stefan Kraft, mais avec 2 plateformes supplémentaires et plus de vent de face. Troisième, Manuel Fettner, qualification qui s'est jouée seulement avec 52 concurrents. Et le seul non qualifié a été Noriaki Kazai. Remo Imhoff, lui, a été disqualifié pour sa combinaison. L'épreuve du dimanche donc, qui a suivi la qualification a vu le succès d'un homme en forme, probablement le meilleur sauteur actuellement, le Norvégien Johan André Forfang, qui, comme lorsque l'on a des concours capricieux, n'a ni gagné la première manche, ni gagné la seconde manche. Il a été troisième des 2 manches avec un premier saut à 133,5, un deuxième à 128. Il devance Ryoyu Kobayashi de seulement 1 point. Ryoyu Kobayashi qui était seulement 5e de la première manche et qui a gagné la deuxième manche, mais il lui manquait 1 point pour battre Johan André Forfang. Il a eu des conditions un peu meilleures, notamment en deuxième manche. Stefan Kraft termine troisième, lui qui était deuxième après la première manche, mais qui fait un saut seulement à 124 mètres en seconde manche, et donc il termine troisième. À noter Domen Preutz qui était premier après la première manche et qui malheureusement avec un saut à 121 mètres termine quatrième et rate le podium pour 2 dixièmes. Très belle performance pour Nico Kitosao, septième, son meilleur classement en carrière. Et puis on a eu aussi, comme la veille, un peu de casse après la première manche avec l'élimination de Christophe Erinsen Sundal qui avait été sur le podium la veille, ou encore Karl Geiger qui ne trouve pas son niveau du début de saison, Camille Storr. On a aussi Daniel Huber qui avait gagné la première qualification et les hommes en forme de l'année dernière, Halvor Egner Granerud et David Kubaski qui n'ont pas passé la qualification. À noter que Halvor Egner Granerud est notre dégueulasse du week-end. Il était revenu sur le circuit, mais il n'a pas été au niveau, puisqu'il termine à des places, je vous retrouve ça tout de suite, donc une 38e place le dimanche et une 27e le samedi. C'est pas du tout le niveau qu'on attendait d'Halvor Egner Granerud, surtout qu'il était parti s'entraîner de nouveau pour essayer de bien terminer la saison. Sur les satisfactions du week-end, donc comme on l'a vu, un très très bon week-end de Stefan Kraft qui était un peu en délicatesse, notamment à l'Arty, et qui là, avec 2 podiums, a déjà mis une main sur le classement du ROER, mais surtout au vu des mésaventures de Ryoyu Kobayashi lors de la première épreuve du samedi, a creusé de nouveau l'écart au classement général. Il a désormais 276 points d'avance sur Ryoyu Kobayashi, alors qu'il reste 6 épreuves, dont 4 épreuves de vol à ski.
Ça veut dire que Stefan Kraft a maintenant quasiment 8 doigts sur le globe. Andreas Wellinger, lui aussi, a perdu des points sur Kraft, mais aussi sur Kobayashi, avec une 20e place le samedi et une 8e place le dimanche. Il est désormais relégué à 400 points de Stefan Kraft et à 130 points de Ryoyo Kobayashi. Très beau week-end pour Jan Earl, de nouveau sur le podium après sa victoire à l'Arty. Il termine 3e le premier jour, 6e le deuxième jour et sécurise encore plus sa 4e place. Le sauteur qui est son adversaire pour cette 4e place, c'est Michel Ebok, qui a terminé 4e lors du premier concours et 12e lors du deuxième concours. De nouveau, un très très bon week-end pour Michel Ebok. À noter encore comme très bonne performance Jon-André Forfang, 5e le premier jour et premier le deuxième jour, qui est l'homme en forme actuellement et qui est rentré dans le top 10 du classement de la Coupe du Monde en dépassant Pius Paschke. Il est même 9e à seulement 10 points de Lovrokos et 22 points de son compatriote Marius Lindvik. Super week-end aussi pour Domen Preutz, qui termine 10e le premier jour et 4e le lendemain. Au niveau des déceptions, on l'a dit, Halvor Egner Granerud, mais aussi Alexander Jnischkol, qui était sur de très bonnes performances et qui là a déçu en terminant notamment 41e du premier concours. On a toujours les sauteurs qui sont en délicatesse depuis un certain temps. Pius Paschke, 10e maintenant du classement de la Coupe du Monde, alors qu'il était 5e il n'y a pas si longtemps. On a aussi Karl Geiger qui ne s'est pas qualifié pour la 3e fois consécutive et qui se retrouve à la 13e place de la Coupe du Monde. À noter le retour de Hanse Lanišek, qui était blessé au genou depuis le concours de Willingen et qui revient avec une 11e place, une 17e place, à voir sur le plus long terme pour lui, qui bien sûr, quand on revient de blessure, c'est compliqué de se remettre. Les autres points à noter sur Oslo, dans le désordre, déjà, je dirais la présence du directeur technique Gabriel Gross, qui une nouvelle fois nous a crédité de changement de plateforme intempestif lors de dépassement de HS. Gabriel Gross, qui est connu pour sa prudence, on va dire, au niveau des plateformes. Et je me suis un peu amusé à regarder et à comparer le nombre de sauteurs qui ont atteint le HS, en tout cas qui ont dépassé le HS par rapport au directeur technique de l'épreuve. Et pour Gabriel Gross, on a seulement 3 sauts au HS par compétition où il était en charge des plateformes, alors qu'en moyenne, on est plutôt sur entre 7 et 8 sauteurs sur l'ensemble du week-end en incluant les qualifications. Donc on voit que Gabriel Gross est très très prudent dans sa gestion des plateformes. On l'a dit, week-end compliqué en termes de météo. Giboulée de Mars de vigueur en Norvège avec de longues interruptions qui ont rendu le visionnage de ce concours plutôt compliqué. On avait notamment aussi un réalisateur qui était complètement à côté de la plaque. On l'a vu zoomer sur les sauts de Stefan Kraft. On l'a vu aussi rater complètement des sauteurs. Donc compliqué en termes de visionnage pour moi, en tout cas ce week-end d'Oslo. Et ce qui est très triste, c'était le manque de public. Une arène pourtant historique qui était complètement vide. Donc à discuter avec mon acolyte, mais c'est vrai que ce week-end d'Oslo, avec tous ces éléments, était quand même très près de ce que j'appellerais une purge. Néanmoins, on peut le noter, on a eu la 41e victoire de Stefan Kraft et son 115e podium. Stefan Kraft qui se rapproche
de Sarah Takanashi avec 116, qui a fait 116 podiums. On notera aussi la très bonne équipe de Norvège à domicile et notamment le renouveau de sauteurs suite aux problèmes liés à Alexander Stöckel, un forfang qui est complètement épanoui avec notamment cette victoire le dimanche. On a aussi Sundal qui, depuis le retrait de Stöckel, a fait au moins 2 podiums. Robert Johansson qui a terminé 5e le dimanche. Il n'a pas fait de performance comme ça depuis plus de 2 ans. Donc voilà, hormis Granerud, on a des Norvégiens qui se sont bien montrés à domicile. Une autre équipe qui a été très en forme, c'est l'équipe de Slovénie et notamment les frères Preutz. Zajc et Kos un peu plus sur courant alternatif, mais toujours capable de sortir de bons sauts. Une nouvelle fois, l'équipe d'Autriche, bien sûr, avec, on l'a dit, Stefan Kraft, avec Jan Earl, Danny Huber aussi qui a fait un très bon week-end, Michel Ebuck, Tschöfening moins bon, et on voit la compétition ardue dans cette équipe autrichienne, puisque Stefan Henbarer, en tout cas, lui ne reviendra pas et je pense ne sautera pas à Planissa, et donc avec la performance qu'on a eue ce week-end là de Daniel Huber qui a assuré sa place en équipe A. Donc voilà pour ce débrief. Le classement du style a été remporté par Stefan Kraft, notamment grâce à ses performances sur le saut où il a eu 3,20. Stefan Kraft avec une moyenne de 19,18, donc qui maintenant a 2 dixièmes d'avance sur Andreas Wellinger dans ce classement de style. On a parlé du classement de la Coupe du Monde. On va évoquer donc le classement du ROER. ROER, donc après 4 épreuves sur 9, je le rappelle, les qualifications aussi bien que les sauts en compétition comptent. En tête, on retrouve Stefan Kraft avec 11 points d'avance sur Johan André Forfang et 25 points d'avance sur Jan Earl. Donc les 3 sauteurs les plus en forme du week-end, bien sûr, qui se retrouvent sur le podium du ROER pour l'instant. On a 2 épreuves qui nous attendent cette semaine, dès demain à Trondheim et mercredi aussi à Trondheim, avant d'aller faire la qualif à Vikersund vendredi. Donc on saute quasiment tous les jours pendant une semaine, enfin pendant 10 jours pour le ROER. Seuls les 50 premiers sont qualifiés pour Trondheim, et en vertu alors en fait on ne prend pas l'ensemble du groupe national norvégien, donc on a Tande, Østvold, Pedersen et Jorgensen qui ne participeront pas à Trondheim, et les 2 seuls sauteurs non norvégiens éliminés sont Kasperi Valto et Remo Imhoff. Voilà pour ce débrief light, puisque mon acolyte est à Trondheim, de ce débrief donc d'Oslo, et on se retrouvera pour le débrief de Trondheim probablement ce jeudi. Merci Will pour ce débrief des épreuves masculines. C'est vrai que c'était un week-end chargé à Oslo parce qu'on avait donc aussi pour ce début du ROER, un ROER totalement à l'équilibre entre hommes et femmes. 2 épreuves féminines qui avaient aussi chacune d'entre elles une qualification. Alors on va pas reprendre tout en détail, mais c'est vrai que comme pour les hommes, pas mal de vent, comme pour les hommes, assez peu de public aussi. Et comme pour les hommes, des Norvégiens on fire, en l'occurrence 2 Norvégiennes, Erin Maria Kvandal qui domine après 4 manches, c'est-à-dire 2 qualifs, 2 épreuves, ce ROER. Une Erin Maria Kvandal qui a gagné sa première épreuve de la saison ce dimanche dans des conditions qu'on pourrait appeler discutables. Parce que, alors en ce moment déjà on va
commencer par le positif. En ce moment, Erin Maria Kwandal, c'est la meilleure sauteuse du monde en termes intrinsèques, c'est-à-dire c'est elle qui est capable d'aller le plus loin, qui va aller le plus haut, qui se met le mieux dans les skis dans la première phase de vol. Et puis donc Erin Maria Kwandal, elle a sa problème de poser. Et, bah ça fait ce qu'on voit depuis plusieurs saisons, les coach request habituels. Et quand elle n'atteint pas les 95% du HS, normalement, elle n'est pas censée avoir les points. Et ce qui s'est passé ce week-end, c'est que le jury l'a aidé, on peut appeler ça comme ça, en descendant de lui-même la plateforme. Et quand c'est le jury qui descend la plateforme, les points de la coach request, enfin les points du coup de la descente de plateforme, ils sont automatiques. Et en fait, dimanche, Erin Maria Kwandal, elle a 2 plateformes de moins en manche finale, sans coach request. Et elle gagne, donc ça lui a fait 9,6, donc il y avait à peu près 6 points de compensation de plus que les autres. Elle n'a pas eu à atteindre les 95% du HS. Et donc elle a gagné de 2 points seulement. Donc on peut tout à fait penser qu'elle aurait pas gagné si ça avait été une coach request, ou alors il n'y aurait pas eu de coach request, elle serait allée très très loin. Ce qu'on espère tous voir un jour, la voir se poser très proprement, mais on n'en est pas là. Donc bon, Erin Maria Kwandal, voilà, c'est toujours ce sujet hein, depuis le début de saison, ça n'a pas changé et bon, c'est un peu frustrant parce que ouais, je pense qu'on pourra même avoir un débrief en fin de saison. On voit clairement que c'est la meilleure sauteuse intrinsèque, mais ses problèmes de posée lui coûtent tant de points et tant de victoires. Et en même temps, grâce à ça, il garde du suspense, quoi, parce que sinon, elle écraserait, elle a vraiment le potentiel intrinsèque pour écraser les compétitions. L'autre vainqueur du week-end, c'est Silly Opset. Alors, profil totalement différent. Hein. Silly, on la voit depuis plusieurs saisons aussi sauter très très bas. Et donc, bah, samedi, il y avait pas mal de vent de face. Et elle a su en profiter. Alors, samedi, c'était un peu perturbé. Ça ne s'est passé que sur une manche. Il y avait trop de vent, trop de variations du vent. Et en tout cas, dans les 1 mètre seconde de vent de face, c'est elle qui s'en est le mieux sortie grâce à sa technique de voleur d'écureuil volant à ras la pente. C'est toujours assez beau à voir si on fait abstraction aussi de la combinaison, parce qu'elle est remesurée à chaque fois, elle est dans les règles, mais personne ne sait comment elle a pu être homologuée. Mais en tout cas, elle vole de façon excessivement bien. Et elle remporte sa 2e épreuve de la saison, après avoir gagné un peu plus tôt, je crois que c'était à Sapporo. Non, c'était à Villingen, pardon, dans une autre compétition venteuse et de face. Upset, elle a moins réussi dimanche. Le vent était plus stable, était aussi moins fort de face et elle a retrouvé un classement tout à fait honorable, 6e de la qualif et 8e de l'épreuve, mais pas de victoire, pas de podium. Les autres femmes en forme de ce rower, c'est Katharina Schmidt qui est actuellement 2e après Oslo, avec une 2e place samedi, une 6e place dimanche et puis une 4e et une 2e place en qualif. Katharina Schmidt, pardon, qu'on retrouve vraiment en bonne forme avec une belle signature en l'air, qu'on retrouve un peu la Kata Taos de la saison dernière. Et c'est très plaisant. Alors elle fait une reculée, là les conditions n'étaient pas faciles en 2e manche dimanche, elle fait une reculée, mais ça n'empêche pas qu'elle est en forme actuellement. Et on a un duel au sommet qui se poursuit pour le globe et elle ne se lâche plus. Eva Pinkelnig fait 5e et 3e, Nika Preutz fait 6e et 2e, ce qui fait que sur le week-end, c'est quasiment un match nul. Nika Preutz a repris même 15 points à Eva Pinkelnig, donc c'était tout ce qu'il fallait pour elle, avec la fin de saison qui s'approche. Hein, il reste plus que 5 épreuves. Elle a toujours 189 points d'avance dans ce duel au sommet, donc le suspense se préserve, mais Nika Preutz, elle a fait mieux que résister. Surtout dimanche, là, ses sauts, c'était quand même magnifique, là, dans des conditions à peu près équitables. Elle a vraiment pu montrer sa science de la position en l'air vraiment bien placée. Et c'était magnifique. Pinkelnig, elle nous a fait du Pinkelnig. Elle est restée en l'air très longtemps, elle a pris pas mal de hauteur. C'est une feuille. Quand elle est en l'air, elle avance, et puis bah, mine de rien, ça fait des très bons résultats.
Derrière, on a une Alexandria Lutit qui a pas trop bien réussi les qualifs, mais qui fait 4 et 5. Jacqueline Seifelberger 10 et 7. Donc voilà, on retrouve les femmes en forme du moment. Et dans ce groupe de femmes en forme, on a une Joséphine Panier qui est 10e actuellement du ROER. Alors sur une manche et dans les conditions difficiles, elle fait que 17e samedi. Dimanche, elle fait 4e de la qualif, donc on ressent à nouveau elle est performante. Et en première manche, patatras, elle fait un saut compliqué dans des conditions compliquées. Elle était, attention, elle était 15e de la première manche, donc assez loin de ses ambitions, mais le saut de deuxième manche montre elle est toujours en forme et qu'il faut compter sur elle en cette fin de saison. Elle fait le quatrième saut de la manche pour remonter à la 9e place. Et on voit aussi que techniquement, c'est toujours très propre avec Joséphine, des beaux télémarques, même si là, il y a eu une petite vague dimanche. Donc Joséphine actuellement 10e du ROER. Alors ça a pas l'influence que ça avait l'année dernière, ce classement du ROER, parce qu'on sait que là, tous les grands noms qu'on vient de citer, elles sont qualifiées au vol à ski par leur classement général de la Coupe du Monde. Mais, mais c'est un classement quand même toujours assez symbolique. Justement, en parlant de la qualification pour l'Euro-Air, donc on rappelle les règles, c'est les 15 premières de la Coupe du Monde et éventuellement jusqu'à 5 sauteuses qui sont dans le top 15 du ROER mais qui ne sont pas dans le top 15 de la Coupe du Monde. Et là, pour l'instant, après les épreuves d'Oslo, il y en a 3. Il y a Selina Freitag qui est actuellement Chiara Kreuzer qui est actuellement 12e du ROER, Selina Freitag 13e et Juliane Seifert 14e. Si ça restait comme ça, il y aurait 18 sauteuses à Vikersund, donc les 15 du monde, plus ces 3 qu'on vient de citer. Mais il suffit qu'une Raotionao ou une Yuki Ito ou une Björset, qui sont dans le top 15 de la Coupe du Monde, repassent devant ces 3-là, pour qu'elles sortent du top 15 du ROER et qu'on ait moins de sauteuses à Vikersund. Donc le nombre total de sauteuses de Vikersund n'est toujours pas connu. En tout cas, ça fait plaisir de voir Kreuzer bien ressauter après cette saison compliquée. Selina Freitag, elle est dans ses standards depuis quelques semaines, autour de la 15e place. Voilà, c'est plutôt. Elles sont là aussi parce qu'il y a eu quelques défaillances, notamment Yuki Ito, là, qui, pour moi, jusqu'il y a un week-end, jouait encore le globe, et là, elle s'effondre complètement à Oslo. Alors déjà, l'année dernière, c'était pas un bon week-end pour elle à Oslo. Et là, 14e et 22e, elle passe à plus de 300 points de Nika Preutz. Elle a vraiment perdu beaucoup, et même on commence à regarder si elle garde sa place sur le podium plutôt que jouer le globe. Donc là, c'est un peu une déception pour Yuki Ito. Moi, je la voyais faire de bonnes choses, notamment pouvoir remonter fort grâce au vol à ski, et là, bah, elle a perdu pied tout simplement sur ce week-end d'Holmenkollen. On peut relever que on a eu des très bonnes performances de jeunes norvégiennes comme Heidi Dire Traserud qu'on avait aussi vu à Inzenbar, qui est 11e dimanche. On a aussi Ingvild Midtskogen qui fait 18e dimanche. Côté français, on a Emma Chervet qui n'est pas passée en qualification, donc 44e et 48e des 2 qualifs. Donc pour elle, elle a toujours pas repassé, re-rentré dans les points depuis la fin de la pause un peu de ce mois de février. Donc, quelque chose un peu plus compliqué pour Emma. En tout cas, elle sera à Trondheim dans les prochains jours. Donc justement, la transition se fait avec Trondheim. Donc au moment où cet épisode sera diffusé, on sera mardi et ça sera déjà aussi le début des épreuves à Trondheim. Donc une épreuve le mardi sur petit tremplin et le mercredi sur grand tremplin. Donc, et ce sera le même programme que pour les hommes. Et ensuite, on aura le vol à ski ce week-end à Vikersund. Donc on va suivre à la fin de Trondheim, à la fin des 4 manches, donc deux qualifs, 2 épreuves de Trondheim, on saura le classement final le classement du ROER à ce moment-là et le classement de la Coupe du Monde et qui ira au vol à ski. Je l'ai pas dit, mais Abigail Strait est revenue en Coupe du Monde après sa coupure avec sa blessure fin janvier. Et pour l'instant, elle est
15e tout pile. Alors elle n'a pas fait de grosses performances ce week-end, 33e et 29e, mais je pense qu'elle est là pour sauver sa 15e place. Il y a Björset derrière, il y a Eder, qui sont vraiment pas loin. Donc là, l'enjeu de Trondheim pour Abigail Sweat, c'est de sauver ce top 15 dans la Coupe du Monde et aller retourner au vol à ski. Voilà, merci de nous avoir écoutés et c'est l'heure maintenant du débrief du combiné nordique. Suite de cet épisode avec le combiné nordique pour cette épreuve de Oslo, combiné nordique qui s'achève ce week-end à Trondheim. Et donc deux Gundersen de prévus à Oslo et notamment le retour de Jarl Magnus Rieber après son impasse à l'Arty. Première épreuve le samedi et un saut remporté par Jarl Magnus Rieber qui a relégué Johannes Lamparter à 1 minute 18 et Franz Josef Röhrl à 1 minute 24. Et donc aucun suspense pour le samedi puisque Jarl Magnus Rieber a géré son avance et l'emporte devant Johannes Lamparter et Stefan Rettenegger qui a rattrapé et dépassé Franz Josef Röhrl, son frère, ou Terence Weber pour s'adjuger la 3e place. Jürgen Grabach termine 4e en partant 10e et Franz Josef Röhrl a tenu tant bien que mal le morpion. Il termine à la 5e place. À noter la bonne performance sur les skis de Jens Lura Softebro, parti 24e, qui termine 11e, et Vincenz Geiger, parti 23e, termine 10e. Les deux hommes ont terminé ensemble dans un groupe avec notamment Ilkka Erola et Eero Hirvonen. Côté français, comme chaque semaine, maintenant le meilleur français c'était Matteo Bo, 22e après le saut, il termine 19e. On retrouve ensuite Marco Ainis, 26e après le saut, termine 38e. Et en dehors des points, Antoine Gérard, 42e, Gaël Blondeau, 47e, et Maël Tirode, 50e. Le dimanche, une nouvelle fois, c'était le show au Jarl Magnus Rieber, mais il partait avec seulement 30 secondes d'avance sur Johannes Lamparter et 1 minute 11, encore une fois, sur Franz Josef Röhrl. Jarl Magnus Rieber qui a creusé l'écart sur le fond. Il s'est vraiment donné parce qu'il a terminé 2e de la course de fond pour vraiment montrer qu'il maîtrisait aussi cet exercice et il termine 1 minute 11 devant Johannes Lamparter. Le 3e, c'est Christian Ilves qui termine à 2 minutes 24. 2 minutes 24. Un écart phénoménal. Donc Jarl Magnus Rieber à domicile. Ilves qui termine 5 secondes devant Franz Josef Röhrl avec qui il a partagé la fin de course. Et la bonne remontée de Eero Hirvonen, parti 18e, qui remporte le fond et qui échoue à 20 secondes du podium de Christian Ilves. Stefan Rettenegger un peu plus en retrait, seulement 9e après le saut. Et 15e sur le fond, il termine 8e. Commence peut-être à ressentir la fatigue de cette longue saison. Très belle performance pour Matteo Bo, très à l'aise sur le fond. 16e du saut, il termine à la 10e place. Très bonne performance donc pour le Français qui réalise ici son meilleur résultat de l'année. Et à noter la performance aussi de
de Marco Ennis, 36e, termine 21e après le saut, mais toujours en délicatesse sur le fond, mais une nouvelle fois dans les points. Antoine Girard, 42e, Gaël Blondeau, 44e, et Maël Thierrot, 48e, donc pas de points pour eux dans ces deux épreuves d'Oslo. Alors je corrige sur Matteo Bo, hein. Je pensais que la 10e place était son meilleur résultat, mais il a fait une fois 8e et deux fois 9e. Donc c'est son quatrième top 10 et il est 19e de la Coupe du Monde. Il reste donc une seule épreuve dans la Coupe du Monde. Il y a le Magnus River, bien sûr, à assurer son globe depuis maintenant quelques épreuves. Il devance Stefan Rettenegger et Johannes Lamparter. Johannes Lamparter a 84 points de retard sur Stefan Rettenegger. Et donc le jeune Autrichien Rettenegger est favori pour garder sa deuxième place. Johannes Lamparter, lui, doit surveiller Jürgen Grabach, qui est quatrième à seulement 6 points de Johannes Lamparter. Donc gros duel entre Lamparter et Grabach pour la dernière place sur le podium du classement final de la Coupe du Monde. Dans le top 10, on retrouve Ilves 5e, auteur donc d'un podium, on l'a vu le dimanche, et qui va terminer 5e du classement. Le top 10 est quasiment figé. On y retrouvera Öftebro, Face, Rudzek, Thomas Rettenegger et Eero Hirvonen. Côté français, on l'a dit, Matteo Bo est 19e de la Coupe du Monde et Marco Ennis qui a donc marqué des points est désormais 40e. Pour être tout à fait complet au classement du meilleur sauteur, Jarl Magnus Riber assure sa victoire. Il est largement en tête et donc terminera devant Johannes Lamparter. Et troisième, ce sera Thomas Rettenegger. Ça ne devrait pas changer à Trondheim. Les écarts sont trop importants. Et au classement du meilleur skieur, c'est Vincenz Geiger qui pourtant terminait que 8e du fond dimanche, mais qui a 295 points d'avance sur Jens Lures Öftebro. Par contre, là, la troisième place, il y aura un gros duel entre Jürgen Grabach et Eero Hirvonen, qui sont seulement séparés de 1 point. On peut penser que Jürgen Grabach, qui essaye d'accrocher la troisième place du classement final de la Coupe du Monde, sera favori pour la troisième place de ce classement des skieurs. Et donc, on se retrouvera pour la finale de la Coupe du Monde à Trondheim ce dimanche 17 mars. Et donc, pour finir cet épisode, finalement, on va finir par la première épreuve qu'on a vue de ce week-end d'Holmenkollen. En tout cas, la première épreuve partielle qu'on a vue, donc c'était le combiné féminin qui n'avait qu'une seule épreuve. Et ça s'est commencé jeudi sur le Midtjyllandbakken, le tremplin, le K95 mètres, à quelques centaines de mètres d'Holmenkollen. Mais donc, les femmes ne sautent toujours pas sur le grand tremplin. Et donc, pour des raisons de mesure et de montage télé et ainsi de suite, elles sautent le jeudi avec une épreuve de fond qui a lieu le samedi. Et donc, ce jeudi, ce qu'on a vu, c'est finalement les forces en présence habituelles. Au tremplin, une Marie-Lena Lund, 20 secondes devant Guy Davids Vollensen. Un peu surprenant, Ida Marie Hagen, troisième. Ça, c'est pas la surprise, mais à 1,20. Là, on se dit quand même que c'est difficile. Et derrière, voilà, Ruka Kasai, quatrième. Rien d'étonnant. Nathalie Armbruster, toujours un peu dans le dur, à la 10e place. Et Lena Brocard, 15e sur un tremplin qui lui réussit pas des masses, hein, parce que l'année dernière, elle avait pas fait une grande performance non plus au tremplin sur ce Midtjyllandbakken. Donc une épreuve à 30 femmes, donc c'est quand même peut-être le record de la saison. Et donc, ce samedi, sur les skis de fond, qui allait gagner des trois Norvégiennes? À aucun moment, il y a eu l'espoir qu'une Norvégienne gagne. On pouvait quand même penser que c'était Marie-Hélène Lund qui était qui avait l'avantage.
On sait que Guida Vesvansen est un petit peu moins forte sur les skis là dans cette deuxième moitié de saison, mais on voyait pas Marie-Hélène Lund perdre 1 minute 20 sur Ida Marie Hagen. Bah, c'est pourtant ce qui s'est passé. Et on a assez vite compris que Marie, elle allait avoir peut-être un peu de problème dans la neige qui brasse, alors que Ida Marie Hagen, avec son petit gabarit très tonique, tac tac, la neige qui brasse, la neige de printemps, comme on avait à Oslo et comme un peu le reste de la saison, on- elle a vraiment très très bien skié. Elle est revenue à l'entrée du stade dans le deuxième tour, hein, ça c'est sur les 5 kilomètres, mais il n'y a même pas eu de suspense. Marie-Hélène Nanou n'a pas pu s'accrocher et donc Ida Marie Hagen a réussi quand même un exploit là, hein, de reprendre 1 minute 20 en 4 km 600 ou 700 sur une Marie-Hélène Nanou qui a quand même que le huitième temps de ski, hein, elle se débrouille, hein, c'était vraiment pas Marie qui a démérité, c'est Ida Marie qui a fait une performance exceptionnelle pour aller prendre une nouvelle victoire et en fait par cette victoire assurée avant même la dernière épreuve qu'elle va remporter le globe de cristal. Donc elle a remporté sa 2, 4, 6, 8e épreuve de la saison en 14 épreuves. Elle a commencé un petit peu doucement là en ne gagnant que les compacts et puis finalement depuis le week-end de Chonard on voit du Ida Marie Hagen partout. Elle a juste laissé une des épreuves, la Mastart, qui l'avantage moins à OTP. Au deuxième rang, bah, c'est quand même Marie-Lena Lund, qui n'a pas été rattrapée par Guida Vesvolodsen, qui prend une troisième place qu'on va appeler tout à fait sereine, hein. Il n'y a jamais eu de moindre suspense sur le fait qu'elle puisse se faire reprendre. Derrière, une jolie petite bataille entre Lisa Hirner qui remonte de la 7e à la 4e place et Nathalie Armbruster de la 10e à la 5e place. On les a pas vraiment vus à l'écran. C'est un peu dommage, mais ça s'est bien remonté derrière. Jenny Novak 6e, Haruka Kasai 7e, donc c'est avec un 19e temps de ski. Donc là, c'était compliqué dans ces conditions, peut-être des skis qui étaient pas trop bons. Minia Koronen, la championne du monde junior, qui fait 8e, et Lena Brocard, ouais, grâce à une très bonne course de fond, est remontée donc de la 15e place au top 10. Euh, Elle est partie à 2 minutes 37 de la tête, elle finit à 2 minutes 46, c'est-à-dire qu'elle a quasiment rien perdu sur Marie-Hélène Lund. Bon, évidemment, elle a perdu 1 minute 30 sur Ida Marie Hagen, mais tout le monde a perdu 1 minute 30. Mais en temps de ski, elle est plus rapide que Guida et elle est à 5 secondes près dans les temps de Marie-Hélène Lund. Donc, Lena qui rentre une nouvelle fois dans le top 10 et qui, et du coup, assure aussi bah, déjà quasi définitivement sa position dans le top 10 mondial à la fin de la saison. Pour aller chercher la 7e place, ça va être du coup un peu compliqué parce que Lisa Erner, en faisant 4e, a marqué des gros points. Donc ça risque d'être la 8e place pour Lena au classement général de la Coupe du Monde. On marquera le retour de Emma Volavchek, qui avait fait un Grand Prix d'été phénoménal, qui était un peu presque dans les co-favorites de la saison, et qui s'est blessée et qui du coup arrive euh, à profiter de cette dernière ligne droite de la Coupe du Monde avec, bah, c'est sa première épreuve, hein, de Coupe du Monde en marquant 40 points. Alors, elle rentre déjà fort dans les points. Et donc, elle ira aussi à Trondheim parce que donc la prochaine épreuve et dernière épreuve de la saison, c'est le dimanche 17 mars, donc le dimanche qui arrive à Trondheim. Les femmes, elles vont quand même pour la plupart faire deux courses parce qu'il y a aussi un team mixte qui est testé là sur le lieu des championnats du monde de l'année prochaine. Un format qui sera au championnat du monde. Et donc, il y aura un team mixte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une équipe de France, a été annoncée euh, dans les médias. Lena Brocard, donc côté masculin, on sait qu'il y a deux hommes. On ne sait pas encore qui sera sélectionné, mais on sait qu'il y a deux hommes. Et côté féminin, Lena Brocard est rejointe par Roman Beau pour faire le team mixte. Et donc, Roman qui va participer à ses premières épreuves de Coupe du Monde. Elle était ce week-end à Oberhof pour les finales au PA. Elle a terminé 7e samedi et 4e aux portes du podium à quelques secondes, hein. Ça s'est joué quasiment au sprint dimanche. Et donc voilà, ça lui offre, après sa saison où elle a été en Corée, au JOJ, Jeux olympiques de la jeunesse, et puis où elle est allée au championnat du monde, ça lui offre cette place en Coupe du Monde. Et on peut même penser qu'on aura une fratrie dans l'équipe française, parce que Matteo Beau est de très loin le meilleur français de la saison. Donc à 99%, on aura eu deux
un frère et une sœur de Beau dans le team mixte français. Donc voilà, vivement Trondheim, vivement cette dernière épreuve de la saison. En tout cas, le globe, il est joué, il est pour Ida Maria-Hagen, qui a renversé Gida Vesvolon cette saison. La révolution dont on vous parlait il y a quelques semaines est arrivée à son terme. Et maintenant, on va voir qui va pouvoir battre Ida Maria-Hagen, parce que là, elle commence à montrer qu'elle est très très forte. Mais c'est quand même différent de l'année dernière avec Guida, parce que Guida, elle partait avec 1 minute d'avance, elle finissait avec 1 minute d'avance, il n'y avait pas de suspense du tout. Là, Ida Marie Hagen, elle a le bon goût de partir deuxième ou troisième et de nous faire des finishes, là, que ce soit à Haute-Épée ou à Oslo, des finishes d'enfer. Qui va gagner, ça se joue dans les dernières centaines de mètres, et c'est aussi pour ça qu'on regarde du sport, pour ce genre de suspense. Donc merci Ida Marie Hagen, merci les combinés, et donc on se retrouve à Trondheim ce week-end pour le combiné et la fin du ROR qui aura lieu, vous le savez tous, à Vikersund après l'étape de Trondheim. Donc on reste en Norvège. Et donc on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.